Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, bonsoir DMG, bonjour à toute la grande famille DMG, bonsoir à toute la grande famille DMG. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message vocal. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est un plaisir pour moi de venir ici raconter une fois de plus une histoire mystique. Et DMG, ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé d'histoire mystique. J'étais vraiment occupé ces derniers temps. D'ailleurs, même pour écouter des histoires comme d'habitude, je ne le faisais plus. Mais par la grâce de Dieu, ça va, la vie a un peu son cours. Maintenant, je peux encore raconter mes histoires et écouter comme d'habitude. Alors, je me suis rappelé d'une histoire du décès d'une maman, paix à son âme, qui était suite à un vol. Voilà, la mort est survenue après avoir effectué un vol. Alors, je raconte l'histoire. À l'époque, quand on était petit, dans mon quartier d'enfance, il y avait un commerce que les mamans faisaient bien, celui qui était la vente des mignons d'or. Je ne sais pas si les gens connaissent les mignons d'or, c'est des feuilles de manioc, la pâte de manioc qu'on attache dans des petits feuilles. Dans les petits feuilles, ça fait ça fait un peu comme le chikwang, mais le chikwang vraiment fin. Voilà, chez nous au Cameroun, on appelle ça le mignon d'or. Alors, c'était le commerce que presque tout le quartier faisait. Mais ma maman ne savait pas faire ça. Et toute la semaine, quand mes amis ont rentré des classes, mes camarades de classe m'ont rentré des classes, eux, ils ne partaient pas jouer au ballon pour la plupart. Pour ce que les parents faisaient, c'est ne partaient pas jouer au ballon parce qu'il fallait parfois tremper le manioc, bref, il fallait faire tout ce qu'il y a fait. Ils n'avaient pas le temps, il fallait attacher le samedi, il fallait que la maman aille vendre. Et c'était pas petit truc, hein. C'était les 50 paquets. Dans un paquet, je pense il y avait peut-être, je ne sais pas combien de millions d'euros ça sort, peut-être 20 millions d'euros, 25, je ne sais pas maintenant. Il faut 50 paquets, donc c'était beaucoup de boulot. Et 1 million d'euros, ce n'est pas comme si tu vas faire ça à la vitesse, tu prends quand même ton temps, sinon au moins de cuire, ça va, la pâte va sortir. Du coup, un jour, ils sont allés vendre, voilà, ils sont allés vendre, toutes les femmes comme d'habitude. Et il y a une maman, parmi ces mamans-là, qui n'a pas vraiment prêté attention à son portefeuille. Après avoir vendu ses millions d'or, parfois elle pouvait vendre les 30 000, les 40 000 par jour, les 25 000, les 18 000, ça dépendait. Donc, elle a égaré son portefeuille avec 46 000 à l'intérieur. Elle a commencé à chercher. Elle ne voyait pas. Elle dit à ses consoeurs du quartier que, mais comment on est ici ensemble, le portefeuille se perd et on ne le retrouve pas. Chacun dit, ah, je sais pas. Il dit, non, on ne pouvait pas savoir comment. Vous savez toute la souffrance qu'on peut endurer toute une semaine pour en arriver là. Comment la personne peut prendre tout mon argent? Je fais comment? J'ai des enfants, j'ai des réunions que je dois cotiser le dimanche, tout ça là. Je fais comment? Toutes disent qu'elles n'ont pas vu. Ok. Quand elle est rentrée, à l'époque, ça ne se fait plus parce que le quartier là a évolué, voilà. Je ne suis plus, mais ça évolue quand même. À l'époque, quand il y avait un problème comme celui-là, on faisait ce qu'on appelle le dicalo. Le dicalo, ça veut dire c'est un communiqué général on faisait très tôt le matin pour faire part d'un problème lorsqu'on va agir mystiquement. Donc tu ne le fais pas, tu ne peux pas agir mystiquement sans prévenir. Donc la maman, le lundi matin, très tôt, elle a fait son dicalo. Le quartier n'était pas très grand. Donc elle est quittée de son quartier jusqu'à notre quartier. Voilà, elle a fait son dicalo, elle a fait ça aller et retour. Le message est passé, tout le monde a entendu. En fait, si même ceux qui sont un peu à l'intérieur du quartier n'ont pas entendu, ceux qui sont au bord de la route vont passer le message en disant, ah mon frère, il y a la consoeur qui a fait un dicalo.
ce matin à 5 heures. Apparemment, on l'a volé. Donc, ça va passer un peu de bouche à oreille. C'est comme ça qu'elle a fait son décalage. Et dans son décalage, elle disait que quand elle va gâter, elle ne va plus arranger. Parce que quand elle va gâter, ce sera la mort qui va suivre. Elle a donné 1 semaine. Et on suspectait une des mamans parmi ces mamans-là. Mais elle a dit que ce n'était pas elle. Ok, la dame a dit, il n'y a pas de problème. La dame, après les 1 semaine, elle est allée à l'Est faire le fétiche. Elle a fait un fétiche et la maman qu'on suspectait est tombée malade. Voilà, elle est tombée malade et fin de fin, elle est décédée. Elle est décédée pour 46 000. Vous pouvez voir juste à quel point certaines personnes peuvent être cupides. Hein. La cupidité l'a conduite à la mort, laissant presque 7 enfants orphelins pour 46 000 francs. Elle est décédée. Elle est décédée comme ça jusqu'au point où elle n'avait pas accepté que c'était elle qui avait volé l'argent, mais les symptômes que la femme avait prédit dans son décalo étaient les mêmes symptômes qu'elle avait durant sa maladie. Donc, voilà, l'histoire est triste. L'histoire est triste. La dame, elle est partie comme ça pour 46 000. Jusqu'aujourd'hui, les enfants, ils sont dispersés, orphelins. Voilà, orphelins très tôt même, parce que le moment est décidé, on était encore très jeunes. Pour 46 000, ils ont dû accepter qu'ils allaient vivre sans leur maman toute leur vie. C'était regrettable, c'est regrettable même, c'est pas que c'était regrettable, c'est regrettable. Du coup, pour moi, la moralité ici est celle de ne pas prendre la chose de quelqu'un. Voilà, je pense que la plupart de mes dernières histoires que je t'ai envoyées avaient toujours trait avec la malhonnêteté, l'escroquerie, le vol. Je dis toujours, aucun bien mal acquis n'attire un bénéfice. Si tu as un bien que tu as acquis avec la douleur de quelqu'un d'autre, tu ne feras pas bon usage de ça. Au pire des cas même, c'est la mort. Voilà. Donc prenez soin de vous et merci à toi DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour, bonjour DMG, bonjour la famille DMG, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je suis camerounaise, précisément des Wolof. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Bon, l'histoire de ma mère et de ses soeurs. Quand ils étaient encore plus jeunes, c'est ma maman qui me raconte cette histoire. Précisément, c'est l'histoire concerne plus le petit frère et la petite sœur de ma mère. Voilà donc un jour, comme ma mère m'avait dit, un jour j'étais encore plus jeune. L'histoire date de, je peux dire, 30 ans aujourd'hui. Quand ma mère était encore plus jeune, j'étais encore enfant. Ma grand-mère les avait laissés au village, elle est partie au champ. Bon, ma mère a 2 grandes sœurs. Bon, parmi ces grandes sœurs, c'est ma mère qui est plus éveillée. Comme ça que ma mère les laisse donc avec leur petit frère, le dernier né. Elle les laisse avec le dernier né, ils avaient l'une de leurs cousines qui avait aussi le même âge que eux. Comme ça donc, en journée, la cousine prend le bébé, elle pose le bébé devant la porte, elle commence à caresser le bébé, ma mère sort, ma mère dit voilà, je vais dire à maman quand elle va rentrer que tu as pris le bébé, tu as posé le bébé devant la porte, tu as commencé à caresser le bébé. Elle dit, la cousine à ma mère dit, ah, tu aimes trop parler, comme tu aimes trop montrer que c'est toi qui es vieille, tu aimes trop parler, que je lui ai fait quoi, Comme ça qu'il laisse donc le bébé. Quand ma grand-mère rentre du champ, ma mère dit que tel a pris l'enfant, il a posé l'enfant devant la porte, a commencé à traverser sur l'enfant. Bon, ma grand-mère a pris ça à la volée, ma grand-mère a pris ça à la légère. Ah, bon, comme si c'était rien de grave. Des années après, pas des années, des mois après, il est arrivé l'âge où l'enfant doit ramper, l'enfant doit marcher. Mon oncle ne rampait pas, mon oncle ne marchait pas, mon oncle était tombé maladie sur maladie. Comme dans le village de ma mère, ils ont les rites là-bas, les rites de la sorcellerie. Si tu es sorcier, tu ne mets pas pied là-bas. Ils ont donc, ma grand-mère a donc amené mon oncle chez un tradipraticien. Dit que je ne sais pas. Bon, avant, on avait d'abord amené mon oncle à l'hôpital à l'époque.
Comme mon grand-père était avocat, mon grand-père avait un peu les moyens. On a d'abord mené l'enfant à l'hôpital à l'époque. Ça n'allait pas. On a pris l'enfant, on a amené l'enfant. Avant, mais on a amené l'enfant chez les tradipraticiens. Mais avant, ma tante aussi, celle qui était l'aînée de mon oncle là de 1 an, elle aussi, on l'avait injecté. Quand on l'a injecté, le pied a commencé à régressir, alors que le pied doit évoluer comme l'autre pied. Bon, on s'est dit que non, souvent quand on l'a injecté, on l'a mal injecté, le pied a commencé à régressir. Quand la dame est partie au praticien, c'est lui qui lui dit donc, c'est on a pris l'enfant, on a mis ton enfant devant la porte, non? Oui. On a traversé sur ton enfant, oui. La personne qui a fait ça s'est transformée en serpent. Il a commencé à emballer l'enfant. Il avait emballé l'enfant jusqu'au niveau des reins. C'est pour ça que tout le côté du bas est mort. Donc l'enfant ne peut plus marcher. La même chose comme celle qui est la fille aussi. Donc elle ne peut plus marcher. Donc elle ne peut plus marcher. Et celle qui est la fille, elle a juste eu la chance qu'elle marchait déjà. Quand ça l'est arrivé, quand la personne s'est attaquée à elle, elle marchait déjà. Mais c'est sa grand-mère, la personne que tu l'avais surnommée, qui l'a aidée. Donc, ce qu'elle a, c'est que tes 2 enfants vont vivre, mais ils seront infimes. Et jusqu'à maintenant, mon oncle et ma tante sont infimes. Mais ma tante raconte qu'elle avait fait un rêve. Elle a vu sa grand-mère dans les rêves. Elle est venue lui donner le remède. Elle est venue lui donner le remède. Elle dit que non, va dans telle case, tu vas couvrir l'assiette de remède là-bas. Il faut prendre, tu bois, ça va t'aider à marcher. Quand elle était petite, elle a dit à ma grand-mère. Et puis, elle s'est réveillée, donc ma grand-mère est partie au champ. Quand la grand-mère est revenue, rentrée du champ, quand elle vient lui dire ça, quand ils partent encore regarder vers les 18h, ils n'ont rien vu. Jusqu'à maintenant, même ma tante là, comme elle est infirmière, elle est tombée enceinte, elle a toujours vu sa grand-mère qui était venue dans les rêves, dans la mère de sa mère qui était venue dans les rêves. On devait l'opérer, elle est rêvée qu'on va l'opérer. Elle est venue lui donner le remède dans les rêves. Elle me dit qu'elle a bu le remède. Bon, c'est une histoire que je vais vous raconter une prochaine fois. Sinon, moi, je n'ai pas souvent beaucoup plus de courage de raconter les histoires parce que je ne sais pas bien les raconter. Mais ce que je vais dire aux parents, c'est qu'il faut, il faut tenir compte de tout ce que parlent les enfants. Les enfants disent certaines choses dans les vérités. Parce que je me dis que si ma grand-mère allait vite comprendre quand maman avait dit ça, c'est que peut-être on allait faire quelque chose. On allait faire quelque chose peut-être pour remédier à la situation. Bon, c'était là ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille, à la communauté. J'espère que vous allez bien. DMG, merci. Vraiment, j'écoute toutes mes histoires. Et donc, je viens avec une nouvelle histoire. Ça, c'est l'histoire qui concerne la grande soeur de ma mère, ma tante. Voilà, cette histoire ne me concerne pas, alors que toutes les histoires que j'ai racontées me concernent principalement. Donc, la grande soeur de ma mère, ça s'est passé dans notre village, vraiment des années en arrière, avant notre naissance, vraiment plusieurs années avant notre naissance, avant ma naissance. Donc, ma tante, elle est sortie avec un monsieur et elle a présenté ce monsieur à toute la famille. Donc, la famille a apprécié le monsieur, vraiment qu'on se mette, se marier avec le monsieur. Mais après, elle est tombée enceinte et quand elle est tombée enceinte, elle allait dire à ses parents que non, c'est pas le monsieur qui est le père de l'enfant, c'est un nouveau gars qu'elle avait trouvé, donc elle a amené son oncle maternel, voilà, parce qu'elle vivait avec l'oncle maternel. L'oncle a dit non, moi c'est l'autre là que je connais et je sais que c'est avec lui que tu as fait la grossesse parce que tu pars, tu dors là-bas chez lui, tu fais les semaines là-bas, des mois là-bas, donc ne fais pas me raconter d'autres choses. Elle a dit non, c'est le nouveau gars là, celui le père de l'enfant, alors que la grossesse était déjà avancée. L'oncle a dit non, moi je connais l'autre. Donc il faut faire, tu accouches. Si tu ne veux plus de lui, accouche, tu lui remets son enfant. Parce que lui, c'est un monsieur qu'on a beaucoup apprécié, on a beaucoup accepté dans cette maison-là. Tu vas venir nous présenter un autre gars que non, celui le père, c'est faux. L'oncle s'est fâché. Elle également s'est fâchée que non, c'est l'autre mon nouveau gars là, c'est le père de l'enfant. Elle est partie vivre avec le nouveau gars. Au moment d'accoucher, donc l'enfant, au moment d'accoucher, elle a accouché. L'oncle a dit que comme tu ne veux plus de l'autre, remets-lui son enfant. Parce que lui, chaque fois, il vient ici là pour venir pleurer. Elle a dit non, c'est son enfant à elle. Elle donne à qui elle veut.
C'est comme ça que son oncle avait maudit. L'oncle a dit, ah, ok, d'accord. Donc, comme c'est comme ça là, avec l'autre là où tu pars dans le nouveau foyer là, tu n'auras pas d'enfant avec lui. Tu n'auras jamais d'enfant avec lui. Là, ça c'est le seul enfant que tu vas faire dans ta vie là. C'est le seul enfant que tu vas faire dans ta vie. Et je te maudis jusqu'aux enfants de tes enfants. Donc la maudit notre tante là. Et quand elle a pris ça comme ça vraiment à la légère, elle n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Donc elle a pris ça à la légère. Quelques années sont passées. Les années sont passées. Nous on est nés, mes soeurs nous sommes nés aussi. Notre mère c'est la petite soeur de notre tante là. Elle également nous a mis au monde et tout ça. Et sa fille aussi était déjà grande. Donc sa fille aussi en âge de se marier. Et elle, pendant ce temps-là, toutes les années, elle a déjà vieilli, elle est déjà bien vieille, ma tante là. Et elle a seulement qu'un seul enfant. La fille que je vous dis là, le seul enfant, son oncle avait maudit. Le seul enfant qu'elle a fait dans sa vie, c'est l'enfant là. Donc maintenant voilà, sa fille aussi a grandi, elle s'est mariée. Et elle a eu un seul enfant dans sa vie. Un seul enfant aussi, une fille. Elle n'a plus jamais attrapé un retard. Elle n'a plus jamais cherché elle a toujours cherché à tomber enceinte. Elle est toujours allée partout à l'hôpital, chez les Nganga, pour trouver la solution, mais rien. Rien. La même parole sort toujours que c'est la malédiction que ta mère avait reçue. Mais l'oncle en question, là, qui les avait maudits, est mort depuis. Elle est déjà vieille, donc qui peut élever cette malédiction? Le mec est l'oncle en question, mais il est mort depuis. Donc, ils sont restés là comme ça, là. Elle aussi, ma grande soeur, là, donc la fille de ma tante, là, sa fille, elle s'est mariée également, elle a aussi accouché un enfant. Donc sa fille qu'elle a accouché là, elle est plus grande que moi aussi. Sa fille qu'elle a accouché là, elle déjà dans les battes. Elle dépasse déjà 36 ans, 35 elle dépasse. Donc elle a un copain. Elle a eu plusieurs copains. Et les relations se sont toujours cassées parce qu'elle n'arrive pas à faire un enfant. Moi par exemple, moi qui suis petite, moi j'ai fait un enfant, j'avais 19 ans quand j'ai fait mon premier garçon. Mon deuxième garçon, j'avais 26 ans quand j'ai fait le deuxième. Et là, je suis dans les 32 ans. Mais elle n'arrive même pas à tomber enceinte. Elle n'arrive même pas, vraiment, même un petit retard, il n'y a pas. Elle part sur les Nganga pour se faire soigner. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc là, elles sont là comme ça, là. C'est-à-dire que ma tante, là, en fait, ma tante, là, elle n'aura pas des arrière-petits-fils parce que sa petite-fille, c'est elle qui cherche à avoir l'enfant, là. Ça, mais ma tante a fait un seul enfant. Voilà, donc c'est un peu ça. Et là, elles sont vraiment dans cette situation-là. Et ma tante, là, ma tante est déjà vieille. Sa fille est déjà à la ménopause. Et la fille de sa fille n'arrive même pas à faire un seul enfant. Donc là, elles sont dans cette situation. Elles sont allées partout, de gauche à droite, à l'hôpital, à l'église, chez les marabouts, partout. Il n'y a rien. Même pas un retard qu'elle attrape. Que la fille de ma grande soeur attrape. Donc ma fille en question. Même pas un retard qu'elle attrape. Donc leur vie là c'est compliqué. Donc l'arbre généalogique de ma tante là, ça va s'arrêter carrément à sa petite fille. Parce que sa petite fille n'arrive pas à lui donner des arrière-petits-fils. C'est compliqué. Vraiment, nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes en Afrique. Tu as frustré un parent, voilà que le parent t'est maudit. Sans savoir que ça va te coller des années plus tard. Et elle est blaguée, elle riait quand l'oncle avait dit ça. Mais voilà, aujourd'hui ils sont coincés dans cette situation. Donc voilà un peu l'histoire que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Shalom, shalom, la communauté DMG. Bonjour DMG. Ça fait très longtemps que je suivais l'émission. Vraiment m'a touchée et je tiens à raconter mon histoire. J'ai tant des histoires, mais je vais raconter comme j'avais essayé, mais c'était très long. C'était trop long, donc je vais essayer de couper. Première histoire, deuxième histoire, troisième histoire, je vais mon histoire personnelle. D'abord, je suis tchadienne, de la nationalité tchadienne, mais je réside au Nigeria. Ça fait déjà une année et quelques mois. Voilà mon première histoire.
j'étais encore trop jeune. J'avais perdu mon père à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. Mon père d'abord s'est séparé avec ma maman. C'était dans notre village. Il a pris une autre deuxième femme. Il nous a amenés en ville. Il a laissé ma maman au village. Pardon. Une fois arrivé, j'ai mon grand frère. On était au nombre de 4. Même mère, même père. 2 filles et 2 garçons. C'est comme ça que mon papa nous a amenés en ville. Mon papa était militaire. Il nous a amenés en ville avec notre belle-mère. Mais on a passé un moment difficile avec la belle-mère. Mon grand frère avait quitté la maison. Mon papa voyageait beaucoup. Et c'est moi qui tenais la maison. J'étais petite. Je tenais la maison. Alors, quand le papa était décédé, tout de suite, avant de décéder, il avait écrit une note pour envoyer au village pour que la maman revienne. C'est sa femme de mariage, c'est sa première femme de mariage. La deuxième, il a doté juste. Voilà, c'est comme ça que la maman était revenue. Mais c'était difficile. La maman faisait rien. Mon grand frère, il est encore jeune. Et il était jeune et il ne faisait rien. Donc, il a quitté la maison. Tout le monde a abandonné l'école. Parce qu'on n'avait pas de soutien. On n'avait pas du tout de soutien. C'était comme ça que mon histoire va commencer. Donc, la maman, elle se débrouillait, elle faisait un peu de commerce, les gâteaux, les petites choses là, c'est juste pour avoir à quoi manger. Et je vendais ces choses-là comme ça. Et avant même que le papa décède, il m'avait initié dans les affaires. Il amenait les choses, je vends. Quand il voyage, il amène les choses et il me dit de vendre, de faire, acheter mes savons, mes petites choses, quoi. Voilà. C'était comme ça que il y avait une cousine, la fille à mon oncle maternel. Et la maison de son père avec la maison de mon papa était coulée. C'est une femme libre, c'est une grande femme libre, c'est une femme d'affaires, elle faisait des affaires comme ça. Donc, elle m'estimait tellement qu'elle veut à ce que je vienne, je lui prépare, laver les vaisselles, faisait le travail. C'était comme ça que elle m'avait poussée dans les bras des hommes. Mais j'étais trop dure de caractère quand j'étais petite. Même. Alors, c'est comme si elle voulait me vendre. Vendre, c'est-à-dire me donner aux hommes pour avoir aussi des retours. Voilà, c'était comme ça. Donc, au début, c'était d'abord son cousin. Donc, le monsieur venait, c'est un homme d'affaires aussi, il venait. Moi, j'étais petite, j'avais 15 ans déjà. 14 ans, pardon, j'avais 14 ans. Donc, le monsieur venait, j'étais une fille très belle. Oui. En tout cas, moi, je suis une femme très belle. Brune de teint. Voilà. Donc, c'est comme ça que après un autre était venu et a posé la question. Moi, je ne savais pas, c'est après que je vais découvrir ça. Bon, ce sont des parents, ce sont des cousins. Celui qui était arrivé premièrement, là, il s'est retiré, il a laissé. Et ce sont des grandes personnes. À l'âge de ma mère. Le dernier, il avait fréquenté même avec ma maman. Moi, je le voyais comme un oncle paternel. On est de même ethnie. C'était comme ça que l'affaire s'est passée. Et elle était venue voir la maman. Elle lui a parlé que, il y a tel monsieur, je peux le nommer Koi. Voilà. Qu'il y a Koi qui a l'œil sur ta fille et voilà. Donc, la maman les connaissait bien, connaît sa famille, tout. C'est comme ça que la maman m'avait appelé que est-ce que ta cousine, je peux la nommer Dédé. Est-ce que Dédé t'a parlé de quelque chose, de quelqu'un? J'ai dit non. Elle m'appelle, je viens, je lui nettoie des choses, je lui lave, elle m'envoie au marché, tout ça, mais elle m'a rien dit. Et la maman me disait, faites très attention. Je ne veux pas qu'elle t'envoie
chez les hommes. J'ai dit, maman, j'ai compris. Elle m'a dit que tu connais tel monsieur là. J'ai dit, c'est pas un oncle. Elle a dit que non, on a fréquenté ensemble, on a grandi ensemble au village. Je connais leur famille. Donc, il faut faire très attention. Et ils se marient. Ils ont l'air voyants sauvages là. Quand ils veulent une femme et que la femme ne veut pas, ils la touchent, on la salue avec. Et puis, c'est tout, la femme là les suit. C'est ce que la maman m'expliquait. Comme ça. Alors, un jour maintenant, c'était la nuit, il y avait le ciné collé chez nous. Donc, je vendais devant le ciné là. Donc, on s'amusait comme ça. La nuit, vers 19h, j'étais devant la porte avec les amis. Le monsieur était arrivé. Et devant la porte, la maman était dedans. Quand le monsieur était arrivé, je voyais ce qui s'est passé. Il a mis les deux mains là dans sa poche. Et quand il était arrivé, comme il est de grande taille géant. Donc, il nous a salués. Je me suis levée. Et il a enlevé sa main. Il a dit, tu ne me salues pas, je le salue. DMG. J'avais oublié ce que la maman m'avait dit. C'était comme ça, ça s'est passé. Donc le monsieur me guettait. Comme ça que le monsieur m'avait arrêté un jour pour que je devienne sa femme. Là, j'avais déjà quelque chose de 15 ans déjà. Alors, c'était comme ça, ça s'est passé. Je ne l'ai jamais aimé. Je n'ai jamais eu la paix. Mon défunt père, je ne sais pas si c'est son esprit ou bien son âme, si c'est son esprit, venait déranger le monsieur là, qu'il me laisse en paix. C'était comme ça que j'avais fait des camarades à l'école avec les jeunes filles. Comme j'étais encore jeune, donc je ne voulais pas. Mais dans notre coutume, quand un homme t'attrape déjà, que tu es chez lui, tu dois rester. Le jour où tu vas repartir, ils vont t'accompagner avec les choses coutumières. Pour que tu puisses entrer parce que tu as des frères qui sont là. Les choses vont arriver à tes frères. Ça, c'est dans notre coutume comme ça. Où ce que tu te trouves en Europe, quoi que tu te trouves, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est dans notre coutume. C'est comme ça qu'une semaine après, ils m'ont accompagné avec les choses de coutume là, à la maison. Mais la maman ne voulait pas. La maman connaît. Le père de ce monsieur-là, Koïla, son père travaillait à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une femme qui a beaucoup de choses. Elle laboure, elle a des gens qui travaillent pour elle. Donc, son papa travaillait pour ma grand-mère. Donc, ma maman les connaissait bien et la maman ne voulait pas. C'était comme ça que ça s'est passé. J'étais vraiment malheureuse. Mais le monsieur, quand j'étais déjà chez lui, le monsieur prospérait, il gagnait beaucoup d'argent. Il est un homme d'affaires, mais quand il sort, il vient avec beaucoup d'argent dans le mallette. Et il me dit de prendre l'argent là, ce que je fais, ce que je veux faire avec. Je n'ai jamais touché cet argent. C'est dans les mallettes comme ça, il dépose seulement au salon. Je n'ai jamais touché cet argent. Je vendais seulement l'eau, comme il y avait frigo, je vendais seulement l'eau 25 là. Si les étrangers viennent, c'est ça, je prends l'argent là pour faire le thé, pour faire, mais il me donne la ration. Et ma cousine Dédé là, c'est elle qui m'achetait tout. Les habits, quoi, il lui donne l'argent, c'est elle qui m'achète tout. C'était comme ça. À un moment donné, le monsieur là, c'est comme s'il avait... c'était difficile pour nous de vivre comme mari et femme. On se battait. La nuit, je me battais avec lui. Pour qu'il arrive à coucher avec moi, c'est des bagarres. Je fais de telle sorte qu'il va être fatigué. Je ferme, je sais pas, Dieu m'a donné cette force-là, que je ferme mes pieds ou bien, je ne sais pas, mes bassins, je ferme. Il va me faire jusqu'à pour que je me fatigue avant ce qu'il fait. Mais il n'y a pas vraiment l'amour normal. Jusqu'à, je fais 3 ans. Donc, 4e année, j'étais tombée enceinte d'une fille. J'avais accouché une fille. Alors, c'est de là où les choses vont commencer. Quand j'avais accouché une fille, il avait commis un accident grave. L'accident mortel. Il a fait 1 semaine en réanimation.
Il vomissait seulement que ils mettent des seaux là. Il vomissait noir comme ça. C'est là où les choses vont commencer. Alors, après, il est revenu. Il a fait presque 2 mois. Il s'est rétabli. Et là, il a convoqué, c'est comme si avec ses amis, ils ont eu la réunion et ses amis l'ont convoqué. Ils lui ont dit des choses à propos de ma maman. C'est de là où il était venu, il me dit qu'il ne veut plus me voir aller chez ma mère. J'ai dit pourquoi? Que ma mère lui a accusé que lui, il est dans le Rose-Croix. Entre-temps, c'était le Rose-Croix. En 99, 2000, c'était le Rose-Croix dans notre pays. Donc moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que ce sont les Rose-Croix là, c'est les Croix-Rouges là. Moi, je pensais que le Rose-Croix là, c'est des gens de santé. Il a dit non, c'est pas ça que je suis dans. Je tue les gens, c'est ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, ma maman avait dit ça, que je sais que ta maman ne m'aime pas. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, je t'interdis d'aller là-bas. J'ai dit, mais c'est ma maman, je ne peux pas aller. Après, il m'interdit d'aller même à l'école. Il m'interdit d'aller à l'école. Donc, c'est ma maman qui payait, comme elle gagnait pension de mon papa. Elle payait mes études. Autant chez lui, mais c'est un homme. Il avait d'argent. Quand j'étais connectée à lui, il possédait de l'argent. Quand il fait quelque chose un peu seulement, là, ça se réalise. Il trouvait de l'argent. Moi, je ne savais rien. C'est comme ça que, un moment venu, je voyais des choses, des visions, mais comme j'étais trop... je ne suis pas attentive. Voilà, je n'étais pas attentive en ce temps. Donc, un jour maintenant, j'avais fui d'abord avant de revenir pour tomber enceinte, tout ça. Ils m'ont fait venir chez le gars là encore. J'avais traversé vers Cameroun, vers Kousiri, et ils m'ont fait revenir encore au pays, chez le monsieur. C'était comme ça qu'à un moment, ma fille là, avait, paix à son âme, elle est défunte. Donc, elle avait 1 an. J'avais planifié, je voulais composer le BPC. Donc, il ne voulait pas. Il est parti menacer même le professeur au lycée, tout ça à cause de moi. Il était tellement jaloux et j'étais très belle. Brune. Donc, c'est comme ça qu'il mettait les gens même pour me surveiller, tout ça là. C'est comme ça que j'avais décidé. J'ai dit, je vais encore quitter le monsieur. Je n'ai jamais mis mes mains dans sa poche. Je n'ai jamais touché à son argent. Ce qu'il donne, il dépose pour la nourriture. C'est ça que je prends. Ou c'est ma cousine là qui va venir. C'est Dédé là qui va venir. Il va lui donner l'argent pour qu'elle me fait ceci. C'est là où elle va venir me demander ce que je veux, tout ça. Donc, le matin, sa maison est en construction. Donc, on a quitté pour aller louer au bord du fleuve comme ça. Donc, on a loué pour que la maison finisse d'abord, on va regagner. C'est comme ça que j'avais décidé d'écrire une lettre, comme si j'adressais une lettre à un homme. Et je laisse sur la table là pour qu'il voit, pour qu'il me chasse. Mais ça créait un problème. Il a pris ça pour amener chez mes oncles paternels. Et mes oncles, comme il a l'argent, il a corrompu ma famille. Donc tout le monde est derrière lui, sauf moi, ma maman et mes 2 frères. Donc c'était comme ça. C'était difficile. J'avais traversé le moment difficile. Donc, il y avait eu des problèmes jusqu'à mes oncles sont venus. Ils ont insulté ma maman. Ils ont parlé des choses que, voilà, c'est difficile de survivre. Voilà, on a trouvé un monsieur qui peut prendre soin de nous. Et voilà, voici ta fille. Ceci, c'est là. Toi aussi, tu fais ceci, c'est là. Tu n'encourages pas ta fille. Donc, il y avait eu tellement de problèmes. Je suis restée là. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Je vais me suicider ou bien je dois fuir. La fille là, je vais la laisser seulement. Je vais partir. Ça, j'ai dit ça dans mon cœur comme ça. Donc, Dieu comme Dieu est Dieu. Un matin, le monsieur est sorti pour aller vers le bord. Très tôt le matin, il sort là pour aller vers il descend vers le bord comme ça. C'est pour aller se soulager, quelque chose comme ça, avant de venir se laver pour aller dans ses affaires. C'est comme ça que le monsieur était sorti là. J'étais couchée au salon. J'avais écouté une voix
qui me dit, lève-toi, mets ta main dans le sac. Lève-toi, mets ta main 3 fois. J'avais écouté et c'est la voix d'un vieux. Et quand j'avais écouté, pour moi, je pensais que et le sac là, il a déposé juste à l'entrée du salon là. Voilà, juste, je ne sais pas si c'est l'entrée ou bien sortie. C'est l'entrée, non, dedans, là, dedans, au salon. Il avait mis juste ce qu'il prend là, il sort avec. Donc c'est comme si c'est ce genre de sac d'ordinateur, sac, petit sac mallette comme ça là. Pour moi, je pensais que quand je vais me lever, mettre ma main là, je vais prendre de l'argent pour fuir avec. Alors, je me suis levée, je suis sortie, je vis d'abord dehors, il n'était pas là. Je suis revenue, j'ai mis ma main dans le sac là. J'étais tombée sur ma photo DMG. La photo où j'avais fait ça, et j'avais fait ça au village, et j'avais caché ça sous l'album. Et c'est cette photo-là qu'il a pris pour mettre dans son sac. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Quand j'avais pris la photo, j'ai gardé. Une fois quand il était revenu, il est parti maintenant, j'ai pris la photo, j'ai fait directement voir ma tante. Et ma tante là, son grand frère, le fils de son grand frère est son ami intime. Et c'est un cadre. Son père aussi, mon oncle là, c'est un cadre du pays. Voilà, il était un cadre du pays. Maintenant, il a pris l'âge, tout ça. Donc, quand je suis venue voir ma tante avec la photo, j'ai dit, tantine, voilà, j'ai trouvé, paix à son nom, ma tante là aussi, elle est différente. Voilà, j'ai trouvé photo dans le sac. Elle m'a dit, tu as fait comment? J'ai dit, non, j'étais couchée seulement, j'écoutais la voix qui me disait, lève-toi, mets ta main dans le sac, mets-toi 3 fois. C'est la voix d'un vieux. Et je me suis levée, j'ai mis ma main, c'était la photo que j'ai trouvée. Donc, ma tante me disait que, tu sais, tu es une petite. On a peur de te dire des choses que tu vas aller dire et ça va retourner contre nous. Tu sais, ton mari là, avec mon neveu, ils sont dans les choses qui ne sont pas bien. Voilà, Dieu t'a montré comment tu es tombé sur ça, c'est à toi de voir. Et si tu veux fuir, je vais t'aider à fuir. Si tu veux le quitter, je vais t'aider à quitter. Mais ne dis pas que moi, ta tante qui t'a dit ça. Donc, je n'ai pas dit à ma maman. Et avec ma maman, ils sont des amis, ma tante là. C'est ma tante paternelle, de côté de mon papa. Donc, c'était comme ça que j'avais décidé maintenant. J'ai dit, je vais quitter seulement. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Je venais seulement à l'église catholique comme ça, mais je n'étais pas affirmée, je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais rien. Mais j'ai compris une chose, que Dieu me protégeait. Et je ne sais pas si c'est l'esprit de mon père aussi qui me guidait. C'est comme ça. Donc, c'était comme ça que les choses là vont commencer. Ma tante est partie dire, mon maman était venue chez ma tante a dit à mon père, à ma maman, pardon, que voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ma maman était catégorique qu'elle ne veut pas le monsieur. Elle connaît le monsieur. Elle dit qu'elle ne veut pas le monsieur, qu'elle ne veut pas le mariage. Ma fille est petite, elle ne veut pas. Même si on traverse les moments difficiles, Dieu est avec nous et voilà. C'est comme ça qu'à un moment donné, le jour où je vais composer le BPC, il dit qu'il va aller payer, corrompre le directeur pour qu'on me donne. J'ai dit non, je vais composer. Lui, il ne veut pas que je parte à l'école, que je reste à la maison, je vais avoir mon BPC. J'ai dit non, je vais composer. C'est là où les choses ont commencé. J'étais petite, mais je me battais avec lui. Donc, il n'avait plus ce jour-là. On s'est bagarré là, sous la pluie. Les voisins sont sortis. Et c'était là où j'ai quitté, en 2021. J'avais quitté le monsieur. En 2001, pardon. J'ai laissé la nuit là, j'ai laissé la fille là. J'ai quitté autour de 21h. Il pleuvait. Je suis partie trouver la maman. J'ai toqué la porte, ils m'ont ouvert. Donc, quand j'étais arrivée, maintenant, je dormais là. J'ai vu mon père dans le rêve. C'est comme s'il était sorti du tombeau, le poitrine nue, avec kilo de baggy ou bien ces genres de tenue militaire là. C'est comme ça qu'elle me dit, ma fille, c'est maintenant que je suis contente de toi.
J'étais pas contente de toi, mais maintenant, là, je suis contente de toi. Là où tu es, tu vas plus repartir là où tu étais avant. Ça, là, j'avais vu ça dans le rêve comme ça. Le matin, je suis sortie, j'ai expliqué à ma maman. C'est là où ma maman me disait que tu sais que les morts ne sont pas morts. Ils protègent toujours leurs enfants, ils protègent toujours leurs personnes. C'est comme ça que ça s'est passé. On s'est séparés avec le monsieur, mais c'était pas facile. J'avais traversé, le monsieur nous a traîné de commissariat en commissariat. Il nous a traîné de brigade en brigade avec ma maman jusqu'à il est venu même chercher mes frères là, des quartiers, ramasser des policiers, corrompre. Il a corrompu les policiers même. Dans cash. Mon histoire, j'ai de tant d'histoires. J'avais traversé de moments difficiles. La pauvreté là aussi n'est pas bon. Mais l'Éternel, comme la Bible dit que l'Éternel est mon berger, c'est l'Éternel qui est notre berger. C'est comme ça que je me suis débarrassée du monsieur. Il a chargé, il a engagé les autorités du pays. Là. Tu sais que le pays est gouverné par les Akawa. Donc c'est des gens que... Et ils n'ont pas qu'à de tuer qui que ce soit. Donc, il a engagé ces petits militaires bandits du quartier là pour me surveiller que je ne peux pas avoir des amis, quoi que ce soit. C'était des calvaires de ma vie. Mais Dieu merci. Dieu m'a vraiment protégée et on était dans le même quartier. Là où je passe, c'est des problèmes. Sur le goudron même, là, pourquoi je vais passer devant? C'est des problèmes. J'avais traversé le moment difficile. Mais Dieu merci. Ça, c'est mon première histoire. Je reviendrai pour la deuxième histoire. Merci, shalom, likez et... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir la communauté. Bonsoir DMG, bonsoir les frères et les sœurs. Ça fait déjà 1 an que je suis ces émissions et vraiment je suis très attachée parce que moi-même où je suis là, j'ai plein d'histoires à raconter. En fait, j'écoutais d'abord les histoires des autres, mais je sens que moi aussi je veux aussi vous partager mes histoires à moi. Les histoires que j'ai vécues. Je vais commencer par la première aujourd'hui. Voilà. L'histoire que j'ai vécue moi-même, ça fait 2 ans de cela que j'ai vécu cette histoire. Pour commencer, moi j'ai la tête ouverte. J'ai la tête ouverte, c'est-à-dire que je prie beaucoup. Et quand je dors souvent la nuit, je fais souvent des songes. Je fais plein de songes. Une fois là, j'avais fait un songe sur les voisins. C'est-à-dire que il y avait eu un décès chez le voisin. Et moi, à la veille, la nuit, vers les 4 heures du matin, j'avais fait le songe. On m'avait montré le décès, comment le monsieur avait fait l'accident sur la voie express. Un accident de circulation, on l'avait rentré dessus. Donc, il était mort sur le champ. Et j'avais vu la scène la nuit à 4 heures du matin. Donc, quand je me suis levée, j'ai entendu les cris. Les gens étaient en train de pleurer. Après, on s'est approché avec ma mère. On a posé la question que qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont expliqué que non, le monsieur a été fauché sur la voie express. Il rentrait de ses gouffres et tout ça. Donc, il est décédé sur le champ. J'ai eu peur. Parce que j'avais vu la scène. Ça faisait 2 heures. Parce que je me suis réveillée à 6 heures. J'ai commencé à avoir peur. Après, j'ai expliqué à ma mère que j'ai fait le songe en fait. Après, je me suis dit, bon, c'est rien. Plusieurs fois, j'ai toujours fait des rêves comme ça. Et qu'à la journée, je vois l'affaire se réaliser. Sérieusement. Donc, moi, après, je me suis rendu compte que j'avais vraiment la tête ouverte. Et que moi, quand je faisais un songe, ça se produisait. Donc, je vais revenir à mon histoire.
Je dormais la nuit. J'ai eu un songe, un petit garçon. Il avait 9 ans par là. Il est venu me voir dans le rêve, il me parlait. Moi, j'étais retournée, il était derrière moi. Il me parlait, il m'a touché par l'épaule. Il m'a dit, Tantine, bonjour. J'ai répondu, oui, bonjour. Après, je me suis retournée, j'ai vu un petit garçon que je n'avais jamais vu de ma vie. Il m'a dit, non, Tantine, je suis mort. On m'a tué. C'est mon oncle, le grand frère de ma mère qui m'a tué. Et ma mère ne sait pas. Je l'ai encore bien regardé dans le rêve. Après, je lui ai dit, tu t'appelles comment? Il m'a donné son prénom. Mais sauf que j'ai oublié, il m'a donné son prénom. Après, il m'a dit, non, je suis mort. Je lui ai posé la question que tu es mort quand? Il m'a dit, je suis mort ce matin. Sur le chemin du lycée, je revenais de l'école. Et j'ai voulu traverser la route, il y a une voiture qui m'a fauché. Et je suis mort sur le champ. Après, dans le rêve, j'ai aussi vu la scène. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai aussi vu la scène. C'est comme si c'était lui qui m'avait téléporté pour que je voie la scène, comment il était mort. Après, j'ai vu la police autour, ils sont venus faire le constat. J'ai vu le petit avec du sang, la tête avait pris un coup, du sang partout, l'ambulance est venue prendre et puis voilà. Il m'a dit que ce que tu vois, c'est moi qui suis là. Il me dit que je suis mort, mais je ne suis pas mort simple. C'est mon oncle qui m'a tué, le grand frère de ma mère. Comment ça? Après, je lui ai dit que, mais est-ce qu'on se connaît? Pourquoi tu viens me raconter ton histoire? Il me dit que non. Je viens te dire ça parce que je vais t'indiquer ma maison. Et je vais te dire où j'habite. Comme ça, tu vas aller dire à ma mère. Tu vas aller dire, avertir à ma mère, signaler que c'est mon oncle qui m'a tué parce que elle pense que c'est un accident. Simplement comme ça que j'ai traversé la route et puis voilà, on m'a fauché. Alors qu'elle ne sait pas que c'est mon oncle qui m'a pris en vampire, il m'a tué. Donc il veut m'amener quelque part pour aller travailler dans un autre pays. Après je lui ai dit que mais pourquoi tu viens me raconter ça? Est-ce qu'on se connaît? Je ne faisais qu'insister. Je ne faisais qu'insister, mais pourquoi tu viens me raconter ça? Moi je ne te connais pas, tu n'es même pas mon voisin, tu n'es même pas parent à moi. Il me dit non. C'est quand j'étais en train de tourner, en fait, j'avais compris que l'esprit de l'enfant était en train d'errer. Après, je lui ai posé la question dans le rêve, mais pourquoi c'est chez moi que tu viens? Il me dit que non, je suis venue chez toi parce que j'ai vu que ta route était ouverte, tu as l'esprit ouvert et tu vois des choses. Après, je lui ai dit que bon, je verrai. Parce que moi, je n'étais pas d'accord du travail qu'il voulait me demander de faire. En fait, j'avais trouvé ça un peu lourd, quoi. Comme mission, aller voir sa mère et dire à sa mère que c'est son nom qui l'a tué. Voilà comment je me suis levée le matin à 6 heures. Je me suis dit que c'est un cauchemar ou un rêve. Allez, je suis allée, j'ai vaqué à mes occupations. Donc, le lendemain, je redors. Je refais le même songe. L'enfant revient, le petit garçon revient dans mon songe, dans mes rêves. Il vient toquer à ma porte. Il me dit, Tantine, je sors. Il me dit, Tantine. Il est tenté de me supplier de lui rendre ce service. Il me suppliait, vraiment, il s'est mis à genoux. Il me dit, Tantine, tu n'as pas compris, hier je suis venue vers toi, je t'ai demandé un service, tu n'as pas fait. Je lui ai dit, oh, tu es revenu encore. Je lui ai dit, mais tu commences à m'embêter, c'est quoi le problème? Il me réexplique encore le problème que Tantine, c'est mon oncle qui m'a tué. Ma mère ne sait pas ça. Elle est là-bas effondrée, elle pleure. Je suis là, je le regarde, comment elle est malheureuse avec mes tantes. Je veux que tu ailles dire que c'est mon oncle qui m'a tué parce que mon oncle, c'est un sorcier. Il est dans la Rose-Croix, il tue les gens et puis c'est un vampireux. Il est parti, il est dans une association de sorciers. Donc, on l'a demandé quelqu'un là-bas et c'est moi qui il a écrit le nom. Je suis mort. Mais avant de partir où je veux à tout prix que ma mère sache que c'est lui qui m'a tué. Parce que tant que je ne suis pas satisfait que ma mère est au courant, je ne pars pas. Voilà comment moi aussi j'ai boudé dans le rêve là-bas que non,
Moi, je ne suis pas d'accord. On va voir tes parents. On ne se connaît pas. Comment tu peux venir me demander quelque chose que déjà, moi, je ne connais même pas où tu habites. Il me dit non, je vais t'indiquer. Il m'a indiqué la maison. Là, il a commencé à m'indiquer là-bas le quartier. Oh, j'habite tel endroit dans tel quartier. Tu vois le carrefour, tant. J'ai dit oui, je connais bien le carrefour là. Il me dit quand tu rentres là, il y a un malien là, il y a un magasin. Après tu descends, tu prends la route toute droite, tu descends, tu vas voir une maison peinte en rose. C'est ma maison. C'est là-bas où j'habite avec mes parents. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver les gens sont en train de pleurer. Tout simplement parce que je suis mort. Et tu rentres, tu expliques à ma mère. Tu dis ça à ma mère, tu parles avec ma mère, tu dis ça à ma mère va t'écouter. Non, j'ai encore boulé dans le rêve. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, vraiment, je suis désolée. C'est trop fort de café. Tu ne peux pas venir me demander un truc pareil. Vraiment, on s'est séparés encore dans le rêve là. Comme ça, je me suis réveillée brusquement. Je n'ai même pas dit à mon mari que j'ai fait ce genre de rêve, ni à mes enfants. Je me suis levée le matin comme d'habitude, vaquer à mes occupations. Mais déjà, j'ai commencé à trouver ça un peu bizarre que comment je fais successivement le rêve. Après, le 3e jour, il revient encore parce qu'il a remarqué que je ne suis pas toujours partie où il m'a indiqué. Il est revenu maintenant. Cette fois-ci, il était très triste. Il m'a dit non, tantine, s'il te plaît, il était au bord de l'âme, que s'il te plaît, rends-moi ce service, je veux que ma mère sache. Après, je l'ai encore grondé dans le rêve. Mais pourquoi tu reviens toujours chez moi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le problème? Il me dit non, tantine, je ne te veux pas de mal. Je veux juste que tu me rendes ce service. Si je suis venue chez toi, c'est parce que ta route est ouverte. Tu es une femme au bon cœur, tu pries. Et puis tu as la tête ouverte. En fait, quand je tournais, je t'ai vu, ta route était tracée. Je suis directement rentrée chez toi. C'est pourquoi vraiment, tantine, il faut que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Je lui ai dit, bon, d'accord, je veux te rendre ce service-là. Mais sauf que j'espère que je n'aurai pas un problème avec ton oncle ou qui que ce soit. Il m'a dit non. Je me suis levée le matin. Quelque chose m'a dit non, explique à ton mari. Un autre esprit me dit non, ne dis rien. Va seulement faire ce que le petit te demande de faire, rendre ce service. J'ai pris le taxi, je suis partie. Je suis partie au carrefour comme le petit m'avait expliqué parce que je lui avais encore reposé l'action que réindique-moi encore. Il m'a encore réindiqué. Je suis partie. Le carrefour qu'il m'avait indiqué, j'ai retrouvé le carrefour. Et toutes les indications qu'il avait données dans le rêve, j'ai retrouvé. Quand je descends, je vois une maison rose. Effectivement, je vois les gens sont en train de pleurer. Il y avait les branches de palmier et tout, il y avait le décès. J'ai commencé à trouver ça vraiment étrange, que mon Dieu. Donc j'ai sérieusement parlé avec un mort là depuis 3 jours. Après, j'ai pris mon courage, je me suis dit que non, je l'ai promis que je devais faire. Je suis rentrée, je me suis là-bas assise, peut-être pendant 30 minutes. J'ai observé les gens, observé. Après, j'ai vu une dame qui est venue vers moi, me demander si je pouvais prendre un verre d'eau ou je ne sais pas quelque chose. Je lui ai dit non, je suis venue. Est-ce que je peux rencontrer les sœurs de la maman qui a perdu l'enfant? Ils ont dit non, il n'y a pas de souci, j'ai vu les 3. J'ai dit non, appelle si elles sont à 2 ou à 3. Appelle, je vais les voir. Elles sont sorties, elles sont venues me voir. La dame est allée dire que non, il y a une dame qu'on ne connaît pas, on ne l'a jamais vue, elle n'est pas de la famille, elle veut vous rencontrer. Elles sont sorties, elles sont venues s'asseoir. Quand elles se sont assises, j'ai commencé à raconter l'histoire. Les femmes étaient étonnées, hébétées, en même temps elles se sont mises à pleurer. Après j'ai dit non, en fait je suis venue parce que le petit m'a dit de venir voir la maman. Mais comme la maman est effondrée, je ne sais pas si elle aura le courage de m'écouter, je ne sais pas comment elle va prendre ça. Ils ont dit que non, attends, on va aller chercher la maman. Parce que la manière dont tu nous racontes le rêve là, c'est que c'est le petit vraiment, on va appeler la maman, on va appeler notre soeur. Elles sont partis appeler la soeur. La soeur est sortie. Elle est venue s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe, maman? J'ai expliqué l'histoire. Comment ça s'est passé? Comment j'ai fait le cauchemar avec l'enfant pendant 3 jours. La maman s'est mise à pleurer comme une madeleine. Moi aussi, je n'ai même pas supporté. C'était trop fort, je n'ai pas pu supporter. Moi aussi, je me suis mise à pleurer. Parce qu'après, j'ai encore reposé la question qu'il avait quel âge. Elles m'ont répété l'âge qu'il m'a dit. Il m'avait dit qu'il avait 9 ans. Ils m'ont dit que non, il avait 9 ans. J'ai dit, mais il apprend à quel lycée? Ils m'ont donné le nom du lycée. Et c'est effectivement ce qu'il m'avait dit dans le rêve. Il m'avait donné toutes les identifications nettes. Après, j'ai dit à la dame que non. Si je l'ai fait, c'est parce qu'il m'a supplié pendant 3 jours. Donc, vraiment, je suis venue le faire parce que je n'avais pas le choix. Bon, je vais partir.
Elles m'ont remercié vraiment que madame, c'était pas facile. Pour toi, on n'a pas compris comment notre fils est passé par chez toi pour que tu viennes nous dire ça. Mais la maman était dépassée. La maman a dit que quoi? Donc c'est mon frère qui a tué mon fils. Mais je vais aller chercher ça quelque part chez les marabouts, partout, partout. Je vais aller chercher. Je lui ai dit que non, madame, c'est mieux que tu ailles chercher ça. On te dira un peu plus. Mais sinon, voilà ce que votre fils est venu, m'a paru pendant 3 jours dans les rêves. Et je suis venue vous annoncer la nouvelle. Donc, je suis en toute partie. Les dames m'ont remercié et tout ça. J'ai dit non, c'est pas grave. Je suis partie, on s'est dit au revoir. Maintenant, quand j'arrive à la maison, je me suis sentie soulagée d'avoir aidé quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas. Je ne savais même pas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et jusque-là, je n'ai pas toujours dit à un membre de ma famille dans la maison, je suis restée là dans la maison. Je me suis même dit qu'il devait m'arriver un problème. Après la nuit, j'ai fait ma prière comme d'habitude. Je me suis allongée. Quand je m'allonge, je le revois, il revient me réapparaître encore. Cette fois-ci, c'était pour la dernière fois. Il m'a dit merci Tantine, merci pour ce que tu as fait. Je te revaudrai ça. Un jour, on se verra. Vraiment, je n'oublierai jamais le service que vous m'avez rendu, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il m'a remercié vraiment. Il s'est mis à genoux, il m'a remercié. Il m'a dit que non, voilà, comme tu allais dire à ma mère, là, je peux maintenant partir tranquille où je vais. Après, je l'ai dit au revoir, je l'ai fait le geste de la main. Il est parti. Et j'étais en train de pleurer dans le rêve. Après, c'est comme ça que je me suis encore réveillée. Je regarde le téléphone, je vois il est 3 heures du matin. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Voilà, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue sur Terre. C'est une expérience vraiment qui m'a un peu choquée. Parce que réellement, je me suis rendu compte que l'enfant était sérieusement mort, que ce n'était pas une histoire à 2 balles, c'était une vraie histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour ou bonsoir DMG, bonjour ou bonsoir à toute la grande famille DMG. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message vocal. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour raconter une fois de plus une histoire mystique. Ce n'est peut-être pas une histoire mystique, mais j'aimerais recueillir les avis des uns et des autres afin que je puisse avoir de la clairvoyance sur la décision que je dois prendre. Je ne vais peut-être pas dire de là où je sors pour brouiller un peu les pistes, mais c'est important que je raconte cette histoire. Alors, depuis tout petit, quand on allait au village, on a toujours remarqué que mes frères et moi, nous étions différents des autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on allait se baigner à la rivière au village, quand on y allait en vacances, on remarquait toujours que tous les enfants du village avaient 2 insignes d'une croix sur leur poitrine. Bon, voilà. Au départ, ça ne nous intriguait pas autant que ça parce qu'on était encore tout petits. Vraiment, c'était rien pour nous. Mais quand j'ai commencé à grandir un tout petit peu, bref, la dernière fois que je suis allé au village avec mes frères, y compris avec ma mère, ça m'a attiré, ça a attiré mon attention. Et on est encore allé sur la vue une fois, depuis à la rivière. Et à mon retour, j'ai dit à ma mère, mais maman, moi je remarque que nous, on n'a pas 2 insignes sur nos poitrines comme les autres enfants du village. Et même ceux qui sont de la même tribu que nous ici en ville, ils ont cet insigne-là. Mon papa aussi a cet insigne-là. Mais pourquoi nous, on n'a pas cet insigne? Ma mère nous a donc fait comprendre que elle n'a pas voulu nous faire ces marques sur nos poitrines. Pourquoi? Parce que elle attendait qu'on soit conscient de ce que signifiaient ces marques-là. Et là, je lui pose la question de savoir, mais ça signifie quoi ces marques-là? Pourquoi on fait ça à tout le monde? Elle dit, tant que tu n'as pas ces marques-là, je n'ai pas reconnu comme un enfant du village. Je lui ai dit, mais il faut forcément faire ça pour qu'on soit reconnu comme enfant du village. Elle dit oui. Je dis, mais ça se passe comment? Pourquoi on ne fait pas ça? Elle dit, pour faire ça, il faut qu'on vous amène dans la forêt sacrée du village. Et il y a 2 conditions. Soit tu acceptes de partir dans cette forêt-là, les yeux ouverts, voir les choses vraiment horribles et ne jamais en parler. Soit vous partez les yeux bandés et vous allez faire le rituel avec les yeux bandés, vous revenez à 5 heures du matin. Moi, j'ai dit à ma mère,
je pense que je ne vais jamais faire ce rituel. Premièrement, parce que si moi je vois quelque chose là-bas, je vais parler. Et ce qui va arriver, va arriver. Et deuxièmement, je ne peux pas aller dans une forêt de minuit à 5 heures du matin avec les yeux bandés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire sur moi. Je ne sais pas, je ne sais rien vraiment. Je pense que je vais rester comme ça sans que ce village me reconnaisse comme un enfant de ce village. Elle m'a dit, sache que tu n'auras pas de terre ici, tu n'auras pas de cacao, tu n'auras rien, tout ce qu'on sait sur là. Et même ton corps, s'il faille que un jour on t'enterre par ici, non, ce ne serait pas possible. Il dit, mais on va m'enterrer dans le village de mon père. Elle me dit, non, dans le village de ton père, c'est impossible. Déjà, mon père même nous le dit souvent que vous ne pouvez pas être enterré dans mon village de peur d'être exhumé. Parce que ils ne me reconnaissent pas comme enfant de ce village-là. Voilà. Ils vont vous exhumer, ils vont retirer vos os, ils vont faire du mal aux gens avec. Donc, prière d'être enterré dans le village de votre maman. Maintenant, moi, j'ai une préoccupation parce que là, je prends de l'âge. L'année prochaine, j'ai 30 ans. Il n'y a pas très longtemps encore, j'étais au village pour le décès de mon grand-père, paix à son âme. Et nous, on n'a pas pu faire la danse traditionnelle. Mes frères et moi, on n'a pas pu faire la danse traditionnelle. Malgré que je suis le premier petit-fils, on n'a pas pu faire la danse traditionnelle. Pourquoi? Parce que on a eu peur qu'on allait lui faire du mal. On n'est pas reconnu comme enfant du village. Et même quand on y va pour des événements, on est obligé de s'arrêter 10-15 km avant pour qu'on puisse nous donner des écorces afin qu'on ne puisse pas nous faire du mal. On nous donne des écorces, on dit ok, prenez ceci, mettez dans vos poches, mettez ceci dans votre bouche. En aucun cas, vous ne devez vous séparer de ça jusqu'à votre retour. Moi, ça m'exaspère un peu. Voilà, ça m'exaspère un peu parce que à cause d'une coutume que je ne suis pas obligé, que je n'ai même pas l'intention de faire, on ne me reconnaît pas comme enfant de ce village. Ma mère est de ce village. Ma mère est de ce village. Mon grand-père est de ce village-là. Mais pourquoi on ne veut pas nous reconnaître comme enfant de ce village? Par exemple, mon grand-père est décédé, il y a du cacao qu'on a laissé. Mon grand-père, comme je suis le premier petit-fils, mon grand-père a dit homonyme, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait. Il y aura ton cacao dans mon testament. Et exactement quand il est décédé, dans son testament, il y a mon cacao. Mais mes oncles me disent que tu ne peux pas exploiter ce cacao-là. Tu ne peux pas venir au village exploiter ce cacao au risque de mourir. Moi, je dis à ma mère que pour rien au monde, je ne ferai ce rituel. Je ne peux pas accepter de faire un rituel avec les yeux bandés. Et je ne peux pas accepter de faire un rituel où je vais voir des choses horribles parce que je vais parler. Donc, j'aimerais que vous essayez un peu de me conseiller. Je ne sais pas si c'est parce que on a longuement vécu en ville jusqu'au point où je me suis modernisé. Ou alors, vous me conseillez peut-être de faire ce rituel avec les yeux bandés afin que je sois reconnu comme enfant de ce village. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu. Je prends de l'âge. J'aimerais, bientôt, je suis en train de vouloir fonder une famille. Et je me dis, c'est important que mes enfants sachent de là où les papas sortent. C'est important que mes enfants de temps en temps aillent au village. C'est important que de temps en temps, si un jour ma mère est décède, et comme pas décède, parce qu'on va les enterrer dans le village de ma mère, j'aille rendre visite à mes parents avec mes enfants. Et si je ne fais pas ce rituel-là, vraiment, je ne pourrais peut-être mettre les pieds au village si maman ou pas n'est plus là demain ou après-demain. Parce qu'il n'y aura plus personne qui va m'amener vers ces notables-là afin de me présenter comme enfant de ce village pour que je puisse faire le rituel. Donc, je suis un peu contrarié ces derniers temps parce qu'à l'époque, ça ne me dérangeait pas beaucoup. J'étais pas grand, je comprenais pas encore une certaine réalité. Mais là, je comprends déjà une certaine réalité parce que regardez que j'ai 30 ans, j'ai presque 30 ans autant pour moi. Et à chaque fois que je vais aller au village, il faut que je parte avec maman. Il faut que je avec maman. Si papa et maman là, c'est dangereux pour moi. Moi, ça m'exaspère, ça me dérange, ça me contrarie. Je suis un grand garçon, je vis seul, je me prends en charge tout seul. Pourquoi quand il fallait que j'aille au village, je suis obligé d'aller sous la couverture de ma maman? Et si elle n'est plus à demain après-demain, je fais comment? Donc j'aimerais un peu recueillir les avis des uns et des autres sur la décision que je dois prendre. Est-ce que vraiment, parce que je me dis aussi, je n'ai peut-être pas de religion, mais je suis un chrétien, servant, pratiquant, croyant. Donc je crois fermement en Dieu, je suis rattaché à ma croyance en tant que chrétien.
Et je me dis, voilà, pour quelqu'un qui est chrétien, faire des incisions avec des incantations, vraiment, c'est pas digne d'un chrétien qui croit vraiment en Dieu. Et d'un autre côté, je suis bantou. Voilà, je suis bantou. On a nos cultures, on a nos valeurs ancestrales auxquelles on doit continuer à croire, voilà, pour sauvegarder notre culture, notre identité culturelle, notre identité ancestrale. Voilà, c'était un peu ça, ma petite histoire. Excusez-moi d'avoir été long et j'espère vraiment trouver euh, les mots justes pour pouvoir me décider. Bonne soirée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.